Comme un à suivre le plus suspect des trois. J'ai précisé, il y avait des doutes sur cette histoire de suspicion. J'ai précisé, d'après ce que j'ai compris, je ne me suis pas complètement trompé sur le type de suspicion dont il s'agissait, mais justement, je démarre avec ça. Donc, merci Alain Badiou. Le plus suspect des trois, suspect de quoi? Bien, c'est une question de situation de ce séminaire. Hein. Ce séminaire sur Heidegger est un séminaire qui a eu lieu en 1986. Donc représentez-vous quand même que c'est il y a 30 ans. Hein. C'est quand même pas une œuvre récente. C'est il y a 30 ans. Et c'est le troisième volet d'un ensemble qui était un ensemble consacré à la question de l'être. Alors, j'avais décidé de traiter ce sujet en 3 temps. Premièrement, la question de l'être dans son origine reconnue, la plus fondamentale, c'est-à-dire le poème de Parménide. Le poème de Parménide qui, pour la première fois, déploie avec un système argumentatif l'idée que l'être est la grande question, premièrement, et deuxièmement, que cette question implique une théorie de l'être qui soit radicale en ce sens qu'elle exclut le non-être. Donc c'est la première tentative de ce qu'on pourrait appeler une doctrine absolument non dialectique de l'être, une doctrine de l'être intégralement affirmative. Et de l'être, finalement, on ne peut dire qu'une seule chose, c'est qu'il est, mais ça n'est pas simplement une tautologie, c'est en réalité une affirmation essentielle qui est que la pensée ne peut pas s'égarer du côté du non-être et que toute pensée est pensée de ce qui est, ce qui revient à dire que la pensée elle-même fait partie de ce qui est, et donc Parménide culmine dans l'énoncé fameux selon lequel le pensée et l'être sont le même. Donc c'est une doctrine radicale de l'identification absolue de la pensée à l'être, et c'est le point de départ, évidemment, de ce que les philosophes, dans leur jargon, vont appeler l'ontologie, c'est-à-dire la théorie de l'être. Alors ça, c'était le premier volet, et le Parménide, le séminaire sur le Parménide, qui était donc originaire dans cette affaire, est déjà paru. Voilà. Donc c'était le premier des suspects, si je puis dire. Alors le second volet, c'était la déclinaison de cette question de l'être dans la figure qui va s'imposer petit à petit jusqu'à l'âge classique et même au-delà, à savoir que la pensée de l'être, c'est en réalité la pensée de l'être suprême. C'est-à-dire que la pensée de l'être ne peut pas embrasser l'être immédiatement comme cela, elle se donne en réalité dans la causalité suréminente de l'être suprême, et donc en réalité l'ontologie se présente nécessairement comme une théologie. Et donc ce que Heidegger justement caractérisera comme le fait qu'à la question de l'être, on substitue ce qu'il va appeler, lui, la question de l'étant suprême. C'est-à-dire un être, un étant, une singularité, mais qui est une singularité qui absorbe en quelque sorte à elle toute seule la question de l'être, et donc toute une époque de l'histoire de la philosophie, elle inclut, il faut le dire, y compris des penseurs admirables, y compris Descartes d'une certaine façon, vont réfléchir la question de l'être dans la modalité de la question de l'étant suprême, c'est-à-dire à travers la question de Dieu. Et au fond, la pensée de l'être va être suspendue à la possibilité de la pensée de Dieu ou d'un certain accès rationnel à l'existence de Dieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, le cœur de l'ontologie dans cette figure-là est toujours constitué par l'existence de preuves de l'existence de Dieu. C'est-à-dire il faut prouver, après tout, qu'il y a un étant suprême, et donc
le morceau central de cette figure de l'ontologie, c'est l'épreuve de l'existence de Dieu. Il faut bien voir que, comme toute chose, ça c'est inventé par Aristote. Parce que finalement, le livre landin de la métaphysique, c'est exactement ça. C'est partir de la question de l'être, cheminer en réalité vers la question de l'étant suprême et donner des preuves de l'existence de Dieu, Aristote ayant donné des modèles presque définitifs de ce que pouvait être une preuve de l'existence de Dieu. Preuve de l'existence de Dieu qui évidemment pose un grand problème parce que très souvent ce sont des preuves qui partent de l'existence de l'être justement, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de difficulté inhérente à ces preuves qui a attiré l'attention des philosophes eux-mêmes depuis toujours, qui a fait qu'il y a toujours eu une suspicion sur ces preuves, mais en même temps, comme c'était ça le cadre, il fallait donner des preuves, et une bonne partie de la dispute philosophique consistait à donner des preuves supérieures, plus convaincantes, plus radicales que les preuves précédentes. Donc ça c'était le deuxième volet, alors j'ai pris pour l'illustrer un personnage que j'estime particulièrement représentatif à l'extrême de cette vision des choses, c'est Malebranche. Parce que Malebranche, lui, vous vous doutez bien que dans toute la période où l'ontologie, c'est-à-dire la théorie de l'être, c'était aussi la théorie de Dieu, bah, tout cela était sous une surveillance étroite des religions, naturellement. Donc c'était quand même la spécialité, Dieu, il faut bien dire. Alors les philosophes disaient qu'ils venaient au secours de la spécialité religieuse, mais en fait ils étaient tout de même soupçonnés de vouloir un petit peu trop laïciser cette affaire. Et Malebranche est le seul, à mon avis, le seul qui véritablement et complètement assume cette contradiction comme une unité. C'est celui qui dit, en effet, la clé de la pensée philosophique de l'être, c'est la religion catholique, voilà. Et là, il va donc faire basculer la totalité de la religion catholique dans l'élément de la rationalité cartésienne. Opération extraordinaire, parce qu'évidemment, il est obligé de prouver non seulement l'existence de Dieu, mais la nécessité du Christ, la nécessité de la mort du Christ, la nécessité de l'Église, etc., etc. Et donc il va de difficulté en difficulté croissante et les affronte avec une détermination extraordinaire qui fait qu'à la fin vous aurez une preuve rationnelle de la nécessité depuis toujours de la cérémonie de la messe, de l'existence de l'hostie, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui affronte l'ensemble de ces problèmes avec une rectitude rationaliste impeccable. Et il arrive de ce point de vue-là à définir, y compris les structures intimes de la subjectivité divine elle-même. Chez Malebranche, on a le caractère un peu stupéfiant de l'existence d'une sorte de psychanalyse de Dieu. C'est-à-dire que, finalement, Malebranche sait ce que Dieu pense vraiment, que Dieu ne sait pas absolument. Parce que quand... Je reviens un tout petit peu sur Malebranche, oui, bien volontiers, parce que je l'aime beaucoup. C'est un philosophe à la fois d'autant plus admirable qu'il nous est aujourd'hui entièrement inutile. Ça fait sa grande beauté, quoi. C'est une esthétique de philosophie. Effectivement, quand je dis ça, ce n'est pas par hasard, c'est parce que, par exemple, Malebranche se confronte à la question très classique dans les religions, qui est pourquoi y a-t-il des gens qui sont damnés? Pourquoi la bonté absolue de Dieu crée cette horreur quand même, qui est le supplice éternel d'un certain nombre d'âmes? J'ai eu un étudiant japonais qui résolvait le problème en disant que Dieu était méchant, qu'il était sadique, que c'était en vérité l'objectif de son désir, d'avoir des gens à fouetter, à brûler pendant l'éternité, parce que c'était son temps à lui. Enfin, si on va, c'est évidemment pas l'orientation du père Malebranche, vous comprenez bien. Et donc Malebranche se demande pourquoi. Et il résout la chose de façon extrêmement subtile par le fait que le salut de l'humanité dans la construction qui est la sienne, est en réalité assumé par le Christ, puisque c'est là le Rédempteur, c'est Dieu dans la modalité christique, donc d'une certaine manière dans la modalité finie, puisque le Christ est un homme, et que pour que quelqu'un soit sauvé, il faut que le Christ pense à lui. Évidemment, puisque s'il ne pense pas à lui, il va être exclu de la bénédiction générale et de la rédemption. Donc,
les gens qui sont damnés, c'est des gens auxquels le Christ n'a pas eu le temps de penser. Et il ne pouvait pas penser. C'est la rançon de sa finitude. Et oui, le Dieu ne devient pas homme impunément. Il faut qu'il assume la finitude elle-même. Et s'il assume la finitude, le boulot de la rédemption devient un travail, véritablement. Il faut penser à tout le monde, il faut penser à des millions, des milliards de gens. Et alors, le Christ, il fait tout ce qu'il peut. Jour et nuit, il ne pense qu'à ça, évidemment. Mais néanmoins, il en oublie, alors cela, eh ben, il tombe en dehors de la rédemption. Je vous raconte tout ça pour vous dire que là, on était vraiment dans la perfection de la conception théologique, son apogée. Après, on redescend, quoi, finalement. C'est si bien écrit, Malebranche, en plus. Hein? Puis il y a la beauté du texte. Et puis, eh ben, il écrit tout ça dans une langue admirable, évidemment, mais parce que il y a de quoi. C'est une construction. C'est un peu la cathédrale gothique de la philosophie. Et alors après on en vient à aujourd'hui, c'est-à-dire le troisième temps, c'était Heidegger, c'est-à-dire le moment où la question ontologique, la question de l'être, fait retour dans la philosophie après, en réalité, une longue disparition, puisque on peut considérer que la critique kantienne, c'est-à-dire l'âge critique, introduit d'une certaine manière un doute sur la possibilité même de l'ontologie. Il ne faut pas oublier qu'une thèse fondamentale de Kant, c'est que l'être en tant qu'être, l'être en soi, nous ne pouvons pas parvenir à le connaître, puisque ce que nous connaissons, la structure de notre connaître, est intrinsèquement reliée à la subjectivité. C'est-à-dire que la connaissance est organisée par les dimensions transcendantales de la subjectivité. Donc connaître, c'est une activité structurée du sujet, et nous ne sommes pas... Donc c'est une organisation des phénomènes par une logique transcendantale immanente à tout sujet, et donc quand nous connaissons universellement, certes, mais universellement parce que le sujet transcendantal est le même partout, nous connaissons non pas l'être, mais le phénomène, c'est-à-dire ce qui est susceptible d'être logiquement organisé par la conscience connaissante. Et donc, à partir de là, un doute s'instaure quand même sur la légitimité du propos ontologique. Il y aura des réactions contre cette dimension critique. La dimension ontologique, de certaine manière, est restituée dialectiquement par Hegel tout de suite après Kant. Mais enfin, le doute est là. Un élément de négativité s'instaure et d'une certaine manière, dans le grand 19e siècle, l'ontologie disparaît pratiquement. Elle disparaît au profit, en réalité, d'une vision phénoménale de type positiviste. C'est-à-dire que la science prend un peu le relais et qu'on ne s'occupe plus de savoir si la science connaît vraiment l'être en lui-même, encore moins évidemment si elle connaît l'être suprême, mais elle organise la pratique des phénomènes et c'est déjà bien suffisant. Alors on peut dire que Heidegger a été celui qui a ramené la question de l'être, à sa manière à lui, qui a ramené la question de l'être comme la question philosophique majeure, et évidemment il l'a fait par une convocation de l'origine même de la philosophie. C'est pourquoi les penseurs les plus importants, ceux avec qui Heidegger dialogue, du fin fond, il faut dire, de la forêt bavaroise, et dans un dialogue dont la langue est à la fois un peu hypnotique comme ça, mais extrêmement jargonnante par ailleurs, et ceux avec qui il discute comme ça du haut de ce qu'il appelle la discussion entre la pensée et la poésie, finalement, c'est avec les présocratiques, c'est-à-dire en réalité, à la fin des fins, avec Parménide, primordialement. Et donc, ça donnait à mon entreprise sur l'être une dimension un peu circulaire, c'est-à-dire qu'avec Heidegger, et ayant dépassé la médiation théologique, religieuse, on revenait à la question originaire, qui était la question de l'être, avec les différentes déclinaisons qui sont les siennes, et qui, chez Heidegger, vont prendre différents aspects. Premièrement, pourquoi l'être est-il ce à propos de quoi il y a question? Deuxièmement, pourquoi cette question
a-t-elle été oubliée progressivement par le développement de la philosophie au profit d'une autre question, qui était la question de l'étant suprême. Et la question de l'étant suprême, ça n'était pas la question de l'être, c'était une modification de la question primitive. Dans cette question de l'être, comment la régénérer dans les conditions modernes, à quoi elle coappartient en quelque sorte dans le dispositif mental de la modernité, du présent, etc., etc. Et alors, finalement, mon projet est à cet égard dans une ambiguïté fondamentale. C'est-à-dire, d'un côté, je partage avec Heidegger la conviction que la philosophie contemporaine doit renouer avec l'ontologie, doit proposer une ontologie, parce qu'elle doit, au fond, elle doit se débarrasser de deux configurations philosophiques. Premièrement, l'empirisme scientifique, on va appeler comme ça, il n'y a pas exactement la science, mais ce qui, dans la science, s'accompagne d'une philosophie empiriste, il y a une philosophie qui réduit la connaissance à l'expérience, ou qui fait de l'expérience le noyau de la connaissance, dans l'héritage kantien, finalement, mais ça d'un côté, et de l'autre, elle doit évidemment se débarrasser aussi du spectre théologique, c'est-à-dire de la réduction de la question de l'être à la question de l'étant suprême. Donc, elle doit lutter simultanément, si vous voulez, contre le positivisme d'un côté et contre la religion de l'autre. Elle doit trouver son chemin en dehors de l'espace religieux, mais en dehors de l'espace strictement positiviste ou empiriste. Et pour ça, elle va rencontrer évidemment de nouveau la question de l'être. Et donc mon projet n'était rien moins que de proposer une ontologie pour notre temps. Voilà. Et comment comment tenir ce projet sans se confronter avec Heidegger, ça n'avait pas de sens. Heidegger était l'homme de la question de l'être, il la monopolisait, si je puis dire, avec cette manière particulièrement à la fois profonde et inattaquable qu'ont les Allemands de s'emparer d'un problème, ou d'un pays d'ailleurs. Et qui fait que la philosophie allemande de cette époque a fasciné quand même tout le monde, il faut bien le dire, en France notamment, un peu avant et surtout après la dernière guerre. Et ceci est l'ultime raison pour laquelle j'étais quand même amené à me confronter avec Heidegger, c'est que mes débuts dans la philosophie ont été sartriens, et Sartre, d'une certaine façon, avait été nourri, lui aussi, par Husserl d'abord, mais par Heidegger aussi. Et le premier grand livre de Sartre, L'être et le néant, est rempli de discussions serrées et subtiles avec la philosophie de Heidegger. En ce sens, je continuais aussi son entreprise, en prenant, je dois le dire, à la fin des fins, une distance beaucoup plus considérable par rapport à Heidegger, qui était celle des phénoménologues français, qu'il s'agisse de Merleau-Ponty, ou de Sartre, ou finalement de Derrida et de ses disciples. Voilà pourquoi j'en suis venu à faire une méditation sur Heidegger et un séminaire sur Heidegger pendant une année, séminaire qui précède de peu finalement, qui accompagne absolument la construction et la rédaction de L'être et l'événement, qui est mon livre d'ontologie, ma proposition ontologique, et qui évidemment se hausse uniquement par son titre, en tout cas à la hauteur des précédents, avec l'être être étant, Sein und Zeit, est le titre de Heidegger, l'être et le néant est le titre de Sartre, et l'être et l'événement est le mien. Donc voilà. Rien que par le titre, je me haussais vraiment à la hauteur des deux autres, et j'espère être parvenu à y rester quelque peu. Voilà à quoi était consacré ce séminaire sur Heidegger. Alors, juste pour relancer, une manière de revenir à ma question initiale, vous nous aviez fort bien exposé lors des précédentes petites causeries, l'idée extrêmement féconde que, notamment à propos de Parménide, que la philosophie était finalement une affaire de décision. Et là, vous montrez bien qu'au moment où vous êtes justement en train de concevoir l'être et l'événement, votre propre système philosophique, vos décisions ne sont pas du tout celles d'Heidegger.
Ben, pas du tout. Je voudrais revenir à une question parce que je n'ai pas répondu à votre première question. Oui, Pourquoi le suspect? De quoi est-il suspect? Pourquoi le suspect? Oui, parce que on voit bien, Parménide a toujours été suspect, en réalité, de poésie. C'est-à-dire, il a toujours été suspect d'être antérieur à la philosophie, parce qu'il continue, en réalité, à la proférer sous la forme du poème. Et donc, il y a toujours une idée que ce n'est pas vrai que la question philosophique primordiale était posée dans Parménide, parce que le commencement effectif de la philosophie, c'était en définitive Platon, c'est-à-dire Socrate, ou le Socrate de Platon. Et que donc, Parménide, c'était une figure, certes, tout à fait magnifique et respectable, mais qui appartenait non pas à l'histoire de la philosophie, mais à sa préhistoire. Donc il était suspect du poème, lui. C'était ça, l'étiquette du poète lui était accrochée. On verra, on aura l'occasion de revenir à la poésie, parce que la poésie est une question tout à fait essentielle, y compris dans ce séminaire sur Heidegger. Le débat avec la poésie concernant Heidegger est tout à fait crucial. Enfin, c'était ça. Disons tout de suite que pour Heidegger, ça va justement être un avantage de Parménide d'être encore retenu dans l'élément du poème, de tenir encore la pensée dans l'élément du poème, avant que, avec Platon, elle s'adultère, elle se perde malgré tout dans la figure de l'idée. Alors que la figure de l'idée, c'est une figure qui conduit finalement à la théologie, toujours, d'après Heidegger. Et donc le poème gardait malgré tout l'innocence primitive de la question de l'être. Et donc, on pourrait dire que voilà, le soupçon porté sur Parménide, c'est qu'il est un pré-socratique, un poète pré-socratique, donc pré-philosophique. Le soupçon porté sur Malebranche, c'est que c'est un curé. C'est pas un soupçon. Oui, c'est même pas un soupçon, c'est une vérité. D'ailleurs, il dirait à coup sûr, évidemment. Et je suis le mieux placé pour savoir ce qu'il en est de l'être, parce que je suis curé. Beaucoup de curés ne l'aimaient pas quand même. Hein. Oui. Il a été pourchassé par beaucoup en particulier les jansénistes ne l'aimaient pas du tout. Hein. Les amateurs de Pascal n'aiment pas Malebranche. Ils n'aiment pas Descartes, d'ailleurs. Ils n'aiment pas non plus Descartes. Inutile et incertain. Voilà. mais Malebranche, pratiquement pittoresque et absolument et inutilisable. Pas seulement inutile, mais vraiment inutilisable. Donc eux, ils étaient soupçonnés. Malebranche, évidemment, il était soupçonné de théologie, etc. Alors, Heidegger, il est quand même soupçonné de nazisme. Voilà. Il est soupçonné de nazisme, et ça, c'est un tout petit peu plus grave quand même que d'être soupçonné de poésie, par exemple. ou même soupçonné de religion. Hein. Soupçonné de nazi, dans le monde contemporain, c'est quand même devenu, au moins dans l'opinion commune, le plus grave des soupçons. Enfin, dans certains endroits, ça change un peu, comme vous savez, ça évolue là en ce moment. Oui, non, mais ça bien sûr, mais on va faire l'histoire de ce genre-là. Non, mais évidemment, on sait bien que la question de savoir s'il est plus ou moins grave d'avoir été nazi que d'avoir été communiste, c'est une question qui se débat ouvertement. Enfin, en philosophie, le nazisme, c'est pas spécialement valorisant ces derniers temps, quoi. Non, le nazisme n'est quand même pas une carte de visite présentable en philosophie. Donc il est soupçonné de nazisme, et en vérité, le soupçon est d'autant plus frappant que c'est vrai. C'est-à-dire, à vrai dire, c'est pas un soupçon. C'est-à-dire que là, on a un engagement précis. On a l'acceptation du rectorat d'une université par les nazis, on a un éloge du Führer, on a une apologie du nationalisme allemand. Bon. Alors, il a été nazi, comme beaucoup de gens en Allemagne dans ces années-là. Hein. Il a été même beaucoup d'intellectuels, beaucoup de savants, il faut avoir une vision idyllique de tout ça. Il a été nazi, et donc tout le monde s'est demandé
quelle était la relation entre ce devenir nazi et l'entreprise qui prenait la forme de la question de l'être. Voilà. Donc c'est la vision de la philosophie de Heidegger a été soupçonnée. Et moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas une bonne manière de lire Heidegger. C'est-à-dire, c'est pas une bonne manière parce que c'est une manière qui consiste uniquement à considérer sa philosophie comme si elle était un dossier policier. C'est-à-dire chercher désespérément dans la philosophie les traces, les racines, les indications autour d'une seule conviction finalement considérée comme importante, c'est la preuve qu'il était nazi. En réalité, il n'y a absolument pas besoin de... Premièrement, je fais deux objections à cela. Premièrement, il n'y a absolument pas besoin de chercher dans sa philosophie la preuve qu'il était nazi, parce qu'il était nazi, voilà. Donc, franchement, c'est pas dans Sein und Zeit qu'on trouve les preuves les plus flagrantes du nazisme de Heidegger, ça, je le dis catégoriquement. C'est bien plutôt dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit, etc. Et deuxièmement, en réalité, ça consiste à vouloir établir la réciproque. C'est-à-dire c'est-à-dire que la philosophie de Heidegger est nazie. Et ça, c'est pas la même chose que de dire que lui a été nazi. Parce qu'il a été nazi en tant qu'engagement politique dans l'Allemagne de l'époque. Il a, d'autre part, élaboré de longue date une philosophie spécifique. Il a été condamné pour son nazisme à la Libération, on ne le dit jamais, il est passé en procès devant un tribunal, il a été condamné pour appartenance au Parti national-socialiste, il a été exclu d'enseignement pour un certain nombre d'années. Donc c'est quand même une question c'est pas une question qui est tombée du ciel, tout d'un coup, une révélation extraordinaire, etc. Il a été jugé et condamné pour son appartenance au Parti national-socialiste. Donc ça, c'est la question de son nazisme. La question de sa philosophie demeure comme une interrogation significative et importante, et c'est la raison pour laquelle, d'une part, je ne suis absolument pas enclin à rallier le camp de ceux qui cherchent absolument à laver Heidegger de tout soupçon nazi. Il y a une série d'Heideggeriens convaincus, voire même fanatiques, y compris en France, qui ont toujours tenté, oui, surtout en France. Oui. Mais Heidegger est un philosophe français, ça c'est une autre question. Les Allemands n'en veulent plus. Les Allemands le considèrent comme une denrée qui n'est plus exportable. Et comme ça le commerce est roi. Mais il y a eu, qui veulent absolument prouver qu'il n'a jamais été nazi. C'est une absurdité, il l'a été, c'est évident. Et on peut toujours dire il l'a été un moment, il a rompu avec le nazisme à un certain moment. Oui, c'est vrai, je pense qu'à partir de 1934, il y a un infléchissement de son rapport, il se retire un peu. À mon avis, en grande partie parce que les nazis ne l'aimaient pas beaucoup. À mon avis, il aimait plus les nazis que les nazis ne l'aimaient. C'est incontestable. Parce que la philosophie d'Heidegger ne leur convenait pas. C'était pour eux une sophistication extraordinaire. C'était presque juif, finalement. C'était presque juif. Donc il n'aimait pas ça. Il n'avait pas de... Et l'état-major intellectuel qui gravitait autour de Hitler n'a fait aucune proposition sérieuse à Heidegger. Donc il s'est senti délaissé, ignoré, alors qu'il se représentait lui-même quand même comme la figure du penseur épocal. Hein. Il n'est pas vrai que l'appareil nazi lui a conféré ce titre, absolument pas. Ils ont dit, bah, très content, bon, bah, vous prenez le rectorat de l'université de Fribourg, hein. Mais il a intrigué pendant toute une période pour essayer d'être nommé à Berlin quand même. Et puis il y avait beaucoup d'autres concurrents mais qui étaient très actifs. Ça grouillait. Ah bah grouillait. Oui. Et beaucoup plus présentable du point de vue des nazis que Heidegger. Et donc finalement, il est resté dans son trou. C'est ça qui s'est passé. Donc je pense que le procès en nazisme n'a rien d'intéressant ni de nouveau. Il a eu lieu d'une certaine manière, il est évident. Et après quoi, on lit sa philosophie et puis on voit. Mais il y a un autre soupçon. C'est une autre chose dont vous le soupçonnez, au-delà
du nazisme et que vous exposez, là je ne risque pas trop d'être contredit parce que vous en parlez dès le début du séminaire. C'est pas un procès en nihilisme, mais c'est cette décision où déjà il y a une opposition radicale dialectique entre Heidegger et vous, justement sur la question de l'aide. Non mais ça absolument, alors là on en vient au cœur de la question. En réalité, ce que je vais retenir de Heidegger, c'est la force avec laquelle il organise le retour à la question de l'être. Ça, c'est personne ne peut nier que ce soit un geste philosophique, et il faut tout de même beaucoup d'artifices pour dire qu'en soi, faire que la philosophie retourne à la question de l'être est une opération nazie. C'est difficile à démontrer, franchement. Donc, moi, je trouvais que ce geste était un geste important, significatif, de portée historique d'une certaine manière, et que je me situais dans l'acceptation de l'importance de ce geste. Mais à partir de là, j'ai très vite vu, et je discute dans le séminaire pied à pied, toute une série de construction et de composition de ce geste chez Heidegger et dans la manière dont il le développe, avec lesquelles je construis ma propre ontologie en discordance absolue, en opposition en réalité avec les thèses successives qui organisent la pensée de Heidegger sur ce point. Alors, on peut dire en gros que ça prend probablement il y a trois convictions principales qui vont constituer ma construction propre en opposition à celle de Heidegger. La première, c'est le diagnostic selon lequel notre époque est définie dans son essence même par l'oubli de la question de l'être, et que ce faisant, c'est une époque qui doit être considérée comme une époque nihiliste. Voilà. Ça, c'est un point avec lequel je ne suis pas d'accord. Non pas du tout qu'on ne puisse pas porter un diagnostic de nihilisme sur toute une série d'aspects de notre époque, non pas du tout qu'il n'y ait pas dans le capitalisme lui-même un nihilisme profond, un nihilisme foncier. Le capitalisme est destructeur, prédateur et en définitive dépourvu de sens. Donc il est nihiliste. Hein, mais que dire cela, ce n'est pas aller au cœur des choses, parce que ce cœur des choses ne peut pas être relégué dans le diagnostic de nihilisme, il doit être saisi dans les contradictions vivantes de l'époque. Donc je ne serais pas d'accord avec le diagnostic épocal. Deuxièmement, je ne suis pas non plus véritablement d'accord avec la conception qu'il se fait de l'être comme question. Parce que l'être comme question, ça consiste à remettre cette donnée de la pensée de l'être à une sorte de suspens interminable, indéfini, où d'une certaine façon la question n'est pas une question au sens où cette question aurait une réponse. Elle est une question au sens où le questionnement est l'essence de la question de l'être, finalement. C'est-à-dire, où questionner est la nature même de la philosophie. Donc je suis en désaccord sur la définition de la philosophie. C'est-à-dire, je ne pense pas du tout que la philosophie soit, comme on l'enseigne très communément dans les écoles, de l'ordre de la question. Je pense que la philosophie n'a d'intérêt que si elle est de l'ordre de la réponse. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut répondre, c'est comme ça, et l'histoire positive de la philosophie, c'est pas l'histoire de l'élaboration indéfinie des différentes manières de douter. Hein. Ça, c'est pas vrai. Peut-être qu'un certain scepticisme, qui est une branche de la philosophie, peut se présenter comme ça, mais les grands philosophes de type Platon, Descartes ou Hegel seraient totalement scandalisés par cette vision de la philosophie comme ayant pour essence la question et le doute. Le doute sert à en sortir, justement. Ben, le doute chez Descartes n'a pas d'autre fonction que de se sortir justement de la question. C'est justement de sortir. Exactement. Et de manière générale, toute intervention de la négativité est dialectique, c'est-à-dire qu'elle est dans le processus par lequel quelque chose va enfin être affirmé.
Et le motif principal de la philosophie dans toute cette histoire, c'est l'affirmation. Ce n'est pas la critique, le doute et la négation. Et donc je pense que Heidegger s'inscrit tout de même dans une tradition qui installe la philosophie dans une sorte de pathétique de la question sans réponse. Voilà. Et en plus, quand on est dans le pathétique de la question sans réponse, ça veut toujours dire qu'on attend un salut extérieur. Le salut va venir, le salut qui va nous libérer de cette attente indéfinie. Et très banalement, Heidegger a quand même fini dans sa déclaration finale par dire « Aujourd'hui, seul un Dieu peut nous sauver ». Ah, c'était bien la peine de se sortir de l'ontothéologie pour finalement avoir comme dernier mot « Seul un Dieu peut nous sauver ». Or, je pense que dans la figure philosophique de la question et de l'infinité, en quelque sorte, de la question, ce recours ultime à une transcendance salvatrice est inévitable. Ou alors on va au scepticisme, véritablement. C'est-à-dire il n'y a pas d'affirmation possible. Je pense que c'est ma deuxième opposition avec Heidegger, sa méthodologie de la question et le mode sur lequel elle articule la philosophie, la manière dont il met en suspens la philosophie elle-même. D'ailleurs, il est en coquetterie, il dit que la philosophie est finie, toute une logique de la fin que je désapprouve aussi. Elle est finie, c'est-à-dire qu'elle est finie, et c'est dans le mode de sa finition qu'elle s'accomplit, etc., etc., etc. Je saurais faire des exercices de ce genre de façon extrêmement brillante, mais on sent l'exercice tout de suite, et on sent aussi un pathos de cet exercice. C'est une façon de mettre en scène le déchirement de la subjectivité questionnante, comme ça, qui, dans la profondeur des forêts allemandes, cherche... Mais n'est-ce pas la clé du succès de Heidegger, encore même aujourd'hui, chez certains? C'est évident, c'est évident, parce qu'en réalité, ça donne au scepticisme mondain, qui est caractéristique des Français, le scepticisme mondain, ça donne une touche de pathétique romantique tout à fait intéressante. Et de profondeur. Oui, c'est-à-dire ça rend profond ce qui est creux. Et ça, c'est quand même une orchestration comme ça, extraordinaire. C'est au fond la puissance de la musique allemande. La musique allemande injectée dans la philosophie, dans la forme wagnérienne de la thématique, de l'infinité du flux musical, etc. Là, il y a une infinité du flux philosophique. Mais l'infinité du flux philosophique, c'est quand même beaucoup moins intéressant que le flux musical. Enfin, moi, puis ce qui plaît beaucoup aux mondains que nous évoquions tous les deux, et je pense que nous pensons au même, et d'ailleurs ils sont légion, c'est surtout qu'avec cette posture, ça affranchit de la nécessité de répondre. Ben évidemment, puisque c'est le suspens définitif. Et comme ils n'ont aucune réponse. Et quand on est au pied du mur, malheureusement, on va répondre forcément comme Heidegger, c'est-à-dire on va répondre « seul un Dieu pour nous sauver ». Et un Dieu, qu'est-ce que c'est? Il a quand même montré qu'à un moment donné, ça peut quand même peut-être être un Führer. Seul un Führer va nous sauver. Il va nous sortir de la déréliction de la question sans Ou un maréchal. Ou un maréchal, oui. Là, mais le maréchal gâteux, c'est la version française. On n'arrive jamais à se hausser quand même dans ce genre, on ne fera jamais aussi bien que les Allemands. Voilà. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein? Encore aujourd'hui d'ailleurs. Encore aujourd'hui, ben oui. Surtout que l'anti-germanisme reprend en ce moment. Enfin, quand même, entre la figure du Führer dans les années 33 et Angela Merkel, il y a il y a un soupçon de décadence allemande. Voilà. C'est quelque chose qui est quand même un apprivoisement. Ça marche moins bien quand même. Oui. Il y a, au lieu que ce soit quand même, Hitler, c'était véritablement un meurtrier, un assassin. Il a quand même réussi à mettre aux Allemands quoi? Sac au dos pour aller conquérir le monde. Ouais. C'est quand même invraisemblable. Il faut quand même voir. Hitler, c'est le massacre généralisé. C'est la guerre comme seule figure d'existence de la politique. Et la guerre conquérante, meurtrière, etc. Y compris les Juifs, c'est traité comme une guerre d'extermination. C'est une guerre d'extermination. Donc c'est un homme de la guerre.
Tandis que notre maréchal Pétain, alors lui, c'est un homme de la capitulation. Il n'a pas mis sac au dos, il a dit posez votre sac. Hein, et vendons-nous tranquillement. Voilà. C'est quand même, il y a quand même une dissymétrie essentielle. Pour beaucoup, il nous a sauvés. Un temps. Mais c'est pas complètement faux, malheureusement. Les Français ont été, somme toute, plus tranquilles que beaucoup d'autres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, il faut l'avouer. Et c'est un secret honteux qui n'est pas beaucoup fêté, ça. On parle des crimes de Pétain, de sa collaboration, etc. Mais la complicité dont il a bénéficié jusqu'en 1944 dans une majorité de la population est aussi avérée. Et ça, c'est quand même un péché français qui doit être... Voilà. Vous avez parfaitement décrit ça, je le cite souvent parce que, y compris en ce moment, c'est parfaitement éclairant. C'est le transcendantal pétainiste. Exactement. C'est un concept heuristique parfait pour comprendre les évolutions historiques récentes du tissu social français. Exactement. Et donc je pense que pour en revenir à Heidegger, oui. il y a chez lui une doctrine de l'appropriation pathétique du suspens questionnant de la question de l'être, qui fait qu'il va, et c'est ma troisième discordance, que sur la base d'une définition que je considère faussée de la philosophie en tant qu'elle serait le questionnement, et finalement le questionnement du questionné, etc., thématique qu'on retrouve toujours chez tous les disciples d'Heidegger. Chez tous les disciples d'Heidegger, il y a un moment où il est dit on ne peut pas vraiment affirmer. La solution est très lointaine. Nous avons encore un horizon d'errance immense. Je saurais écrire de ces choses-là. Dès qu'on s'installe comme ça dans la subjectivité de l'attente, véritablement, de l'indéfini de la question, surgit un pathos. Et alors, ça mène évidemment à Heidegger à considérer que ses interlocuteurs principaux ne sont pas en réalité tant les philosophes que les poètes. Alors, et ce qui est aussi un geste esthétique, comme ça, finalement, assez typiquement allemand à certains égards. C'est-à-dire la reconnaissance de la poésie comme étant le centre de la validation questionnante elle-même et portant l'intensité de la question au relais de la philosophie manquante. Parce qu'au fond, la théorie de Heidegger, c'est que la question de l'être a été abandonnée par la philosophie au long de ce qui en a été finalement le destin métaphysique, ce qu'il appelle le destin métaphysique de la philosophie, c'est l'oubli de la question de l'être au profit finalement de la question de l'étang suprême et de ses annexes. Cette solution, cette transformation conduit finalement au nihilisme moderne, dont Nietzsche est à la fois le critique et le représentant, et ce nihilisme moderne est le comble de l'oubli, parce qu'il est, y compris l'oubli de l'oubli, c'est-à-dire il oublie le fait même d'avoir oublié. Donc il est à la profondeur absolue de l'oubli de la question, et ceux qui ont gardé la question, ce sont les poètes. Et ils l'ont gardée dans un grand moment de déshérence de la philosophie, et donc il faut restituer ce qu'il appellera le dialogue du penseur et du poète. Alors, c'est un côté montagnard, là. Chacun est sur un pic élevé, et, chacun discute avec l'autre de montagne à montagne, comme ça. Au-dessus des nuages. Oui, des philosophes en culotte de peau, avec son piolet, son alpenstock, comme ça, qui monte sur les sommets pour poser la question. Et le poète, de loin, lui répond à mi-voix, comme ça. Le poète murmure quelque chose. C'est très beau, tout ça, j'en ris ici, parce qu'il faut rire aussi, mais c'est aussi notre Allemagne, c'est aussi Hegel et Goethe, mais là, c'est un côté terminal, quand même, c'est un côté un peu à bout de force de cette affaire-là. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur la poésie, sur un point très précis, qui est que je pense que la poésie est une procédure de vérité indépendante, absolument, et que la philosophie peut entrer en dialogue avec elle comme avec une de ses conditions, comme elle entre en dialogue avec la science, mais que c'est pas du tout parce qu'elle accomplit pour son propre compte la tâche du gardiennage de la question de l'être, c'est à raison au contraire de
possibilité extraordinairement affirmative que la poésie conserve toujours au bout du compte. C'est-à-dire que si lyrique qu'elle soit, si éperdue qu'elle soit, la poésie, c'est toujours, en définitive, l'affirmation d'une victoire de la langue. C'est puiser dans les recherches de la langue jusqu'à la profondeur telle que là est la victoire. Et même quand le poète chante la déréliction, la mort, quand la poésie lyrique est dans la déshérence amoureuse, etc., on sait très bien que le poème s'accomplit parce que il affirme la langue de manière exceptionnelle, donc ce n'est pas du tout parce que le poème saisit d'ailleurs en fait par Heidegger toujours exclusivement dans son contenu métaphorique, mais jamais dans la puissance de sa forme. J'ai toujours trouvé le rapport de Heidegger au poème très important. Il a ressuscité quelques poètes un peu oubliés. Hölderlin lui doit quand même d'être revenu sur la scène, etc. Mais il le fait dans une négligence de la singularité poétique du poème qui est tout à fait frappante. C'est comme si le poème était au fond le lieu métaphorique de la question que la philosophie est devenue incapable de poser. Ça, je pense que c'est une vision très fausse de la poésie. Si la poésie est importante, c'est parce que, en tant que langue, elle est le symétrique des mathématiques. Et enfin, alors ça on y reviendra, enfin l'ultime discordance, c'est sur la théorie du sujet. C'est-à-dire que Heidegger veut éliminer la question du sujet de l'espace de la philosophie, c'est un de ses objectifs principaux. Sujet est pour lui une catégorie métaphysique, une catégorie de la fin de la philosophie, et de ce point de vue-là, Descartes est un adversaire majeur parce qu'il est celui qui a introduit vraiment la figure du sujet dans la philosophie occidentale. Et moi, je pensais tout le contraire, c'est-à-dire je pense qu'une ontologie digne de ce nom, une pensée de l'être approfondie, c'est une pensée qui justement rend possible, au contraire, une nouvelle configuration, une nouvelle théorie possible, une nouvelle théorie dialectisée du sujet et de la subjectivité. Donc, finalement, le séminaire va se développer selon ces lignes de fracture avec Heidegger, et il va lui disputer toute une série de points communs. D'abord, à la question de l'être, on va répondre par une affirmation péremptoire. En réalité, il y a toujours eu une pensée de l'être, en tant que telle, depuis les Grecs, ce sont les mathématiques. Donc le problème, la question, le rapport au problème de l'être, c'est pas du tout une question, c'est de comprendre la réponse, qui a été primordialement donnée et qui n'a jamais été complètement entendue comme telle. Pour une bonne raison, c'est que les mathématiciens, ça ne les intéresse pas du tout. Les mathématiciens sont des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la question réelle de savoir ce que sont les mathématiques. Eux, ils sont dans les problèmes des mathématiques. Leurs problèmes modernes. Hein? Après Descartes et Leibniz. Oui, mais ça, Descartes et Leibniz, c'était des philosophes, c'était des mathématiciens, mais qui étaient doublés par des philosophes. Alors, eux, ils utilisaient la mathématique comme des modèles démonstratifs pertinents, dans tout de même le but onto-éthologique de fournir de solides preuves de l'existence de Dieu. Ils ne démarraient pas de là, il faut bien voir. Donc, la mathématique, c'était pour eux l'école de la rationalité, ça oui. Mais ce n'était pas la pensée de l'être à proprement parler, c'était éventuellement l'instrument de la pensée de la nature. Mais pour ces philosophes-là, la nature, ce n'était pas le tout de l'être, loin de là. L'esprit, ce n'était pas la nature, Dieu, ce n'était pas la nature, etc. Donc je pense que ce n'était pas encore ça. Je pense que la compréhension de la mathématique comme possibilité radicale de solution du problème de l'être, c'est-à-dire comme étant le lieu où l'on peut trouver effectivement à l'œuvre une pensée de quelque chose qui est tout simplement l'être en tant que tel, c'est-à-dire les formes d'être, la théorie générale des formes d'être, qui sont les formes de multiplicité, indépendamment du caractère qualitatif de ces formes. C'est-à-dire ces formes détachées, déliées du fait qu'elles sont finalement, à la fin des fins, des fleurs, des pierres, des hommes ou des singes, mais que tout cela contient un niveau primitif de structure formelle qui sont
possibles formes que revêtent les multiplicités, et dont, depuis ses origines, la mathématique est la pensée effective, la pensée scientifique accomplie. Et donc, j'ai proposé de dire, le problème de l'ontologie, ça n'est pas une question de l'être en suspens d'une réponse qui ne vient jamais, c'est la compréhension d'une réponse qui a toujours existé. C'est quand même un renversement important, et que je soutiens jusqu'à aujourd'hui. Là, je n'ai absolument pas changé de point de vue, et qui continue à être très disputé, très contredit, pour toutes sortes de raisons héritées, mais que je maintiens. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je lui ai disputé la signification, y compris la signification de ses références philosophiques principales, par exemple la signification de Parménide. J'avais déjà réglé la question dans le Parménide, donc je pouvais lui dire, il y a, je crois avoir démontré dans le séminaire sur Parménide que l'invention dont se sert de façon primordiale Parménide, confrontée à la question de l'être, c'est justement déjà l'artefact mathématique qu'est le raisonnement par l'absurde. Et donc je pense que déjà chez Parménide, la philosophie est prise dans son rapport à la question de l'être dans un paradigme de rationalité qui est un paradigme démonstratif. Je les dispute, enfin, la poésie, dans les termes que j'ai dit tout à l'heure. La poésie, c'est pas la rumination d'une question sans réponse, c'est l'affirmation de la gloire de la langue, y compris dans l'épreuve dialectique de la souffrance, de la déréliction, du lyrisme, ou au contraire de l'épopée affirmative. Et c'est dans ces disputes successives que j'achemine le séminaire vers ce qui va être en réalité le contenu de l'être et l'événement, c'est-à-dire la question de savoir comment exactement, où on peut saisir que réellement la mathématique est la pensée de l'être. Et c'est au moment où je vais montrer que il existe en mathématiques une possibilité d'exhiber une multiplicité qui est une multiplicité soustraite au savoir, c'est-à-dire qui est une multiplicité sans qualité, absolument, sans détermination, sans singularité, une multiplicité que le mathématicien Cohen a nommée une multiplicité générique, et cette multiplicité générique, en tant qu'elle est générique, n'est précisément rien d'autre que l'être multiple comme tel. L'être multiple qui n'est pas réductible à un prédicat, qui n'est même pas inscriptible de façon précise dans la langue, mais qui, au fond, n'a pas d'autre propriété que d'être multiple. Ça, alors là, évidemment, je le saisis dans les mouvements de la pensée mathématique contemporaine, puisque la notion de multiplicité générique a été introduite dans la théorie des ensembles aux alentours du début des années 60, donc c'est une chose très récente en mathématiques. Et je vois là la réponse à la question qui a toujours été un peu l'énigme de l'être, comment penser l'être en tant qu'être, c'est-à-dire hors de toute prédication préconstituée. C'est-à-dire comment penser quelque chose dont la singularité, par définition, nous échappe, puisque la singularisation, elle est toujours prédicative, et si elle est prédicative, alors on a affaire à un savoir. Et là, on retrouve quelque chose d'heideggerien, mais complètement transformé, qui est qu'il est vrai qu'à un certain niveau, l'être ne relève pas du savoir encyclopédique, mais de quelque chose comme la pensée, c'est-à-dire de quelque chose qui appréhende l'être, sans à proprement parler le codifier dans la figure des prédicats et des savoirs disponibles, ce que manifeste, entre autres choses, ce que manifeste clairement la théorie des multiplicités génériques. Donc, quand j'arrive là, alors il faut montrer comment quelque chose qui est générique peut cependant être appréhendé. Alors c'est la théorie de l'indiscernabilité, la théorie des prédicats négatifs de l'être. Ça, je n'entre pas dans la technique ici, c'est pas la peine. Vous lirez, vous verrez. Mais vous voyez bien l'idée directrice. L'idée directrice est, au fond, de dire, premièrement, la question de l'être a été dotée
d'une réponse qui n'était pas la réponse à la question, puisque les mathématiciens, ils n'avaient pas l'idée de... Ils se posaient pas la question de l'être, les mathématiciens. Ils se posaient des questions spécifiées. Qu'est-ce que c'est les nombres, la théorie des nombres, l'arithmétique, la théorie des figures, la géométrie, la mathématique grecque, c'était ça. Hein. Et donc, et cependant, à travers tout ça, ce qui a cheminé, c'est réellement une pensée de l'être. Et une pensée de l'être, en quelque sorte, inconsciente d'elle-même, mais déployée comme réponse. Donc, ce qui était difficile à comprendre, c'est que en matière d'ontologie, la question a précédé, enfin la réponse a précédé la question. C'est-à-dire que celui qui a fait la question de cette réponse, c'est moi. Ah, il faut se vanter quand même. Voilà. Mais je montre aussi qu'il y a des prédécesseurs. Il y a des intuitions du même ordre, en effet, déjà chez les classiques. Il y a des intuitions du même ordre chez Descartes, il y a des intuitions du même ordre chez Leibniz, naturellement. Et il y a aussi des intuitions du même ordre chez Hegel. Hegel voit bien que, d'une certaine manière, la question de l'infini a reçu des réponses significatives dans le champ du calcul différentiel et intégral. Après quoi, il essaie de démontrer que naturellement, ça répond à la question, mais ça n'y répond pas complètement, ça n'y répond pas vraiment, etc. Mais il a quand même fait le diagnostic. Et contrairement à ce qu'on imagine quelquefois, Hegel était quelqu'un de tout à fait instruit des mathématiques de son temps, comme d'ailleurs l'était Marx aussi, et il cherchait ce qu'il y avait de dialectique dans la mathématicité de l'infini. Donc ça, c'est ce mouvement de traquer la possibilité du fait que la réponse a été donnée en quelque manière avant la question, donc de lire dans les mathématiques progressivement la possibilité que c'est bien de cette question que toute une série de traits des mathématiques sont la réponse, et cependant de relier ça à toute l'histoire de la philosophie dans ses origines, et de constater aussi que dans cette affaire, la dialectique instituée par Heidegger avec la poésie a, comme toujours à la fin des fins, une pertinence de fait. Oui, il faut que la philosophie entre en dialectique avec la poésie, mais chez lui, égaré ou perdu dans une théorie de la poésie assez faible finalement, puisqu'elle est renvoyée à une métaphorique du contenu. Elle est renvoyée à une métaphorique du contenu, elle ne fait pas entendre elle ne fait pas entendre la langue comme telle, quoi. Elle ne fait pas entendre la... Il n'y a pas du tout d'esthétique en réalité dans la non, pas du tout. Il n'y a qu'à voir alors quand il parle de peinture, c'est encore... Oui, Dany Lebrun avait fait un très joli texte là-dessus. Les sabots de Van Gogh, Heidegger. On pourrait vraiment dire que c'est du sabotage. Enfin bon, on ne va pas... Beaucoup de grands philosophes ont une sensibilité esthétique modérée. Parce que même chez Kant, on n'a pas le sentiment qu'il y ait une grande pénétration artistique, alors qu'il écrit tout un livre tout à fait remarquable. En plus, la critique du jugement est un livre vraiment étonnant et très profond. On n'a pas l'impression qu'il soit habité par une sensibilité esthétique extrêmement variée, forte et profonde. Hegel va le charrier pas mal d'ailleurs là-dessus. Hein, Hegel l'a pas mal charrié là-dessus. Il a bien fait, parce que c'était beaucoup plus déployé chez Hegel. Malgré tout le respect que Hegel avait pour Kant. Et notamment pour la critique de la faculté. Voilà, la troisième critique était un livre véritablement admirable, mais il est plus admirable à mon sens sur la politique que sur l'art, finalement. Parce que quand il y a la détermination de la subjectivité enthousiaste des révolutionnaires, etc., c'est vraiment intéressant. L'incorporation de la Révolution française par Kant a un grand intérêt, comme aussi d'ailleurs l'incorporation de la Révolution française par Hegel. Ah oui. Alors ça c'est encore autre chose. C'est pourquoi est-ce que c'est les Allemands qui ont fait la philosophie de la Révolution française? Hegel et surtout Marx l'a bien expliqué ça. Oui, mais ils l'ont expliqué quand même. Ils l'ont expliqué par le fait qu'ils faisaient la théorie de la Révolution française parce qu'ils étaient incapables d'en faire la pratique. Voilà. Oui. C'est ça. Ils pensaient beaucoup pendant que les Français la faisaient. Voilà, c'est ça. Le raisonnement de Marx. C'est ça. Mais c'est-à-dire que finalement, ou bien les Allemands pensent ce qu'ils ne font pas, ou bien ils font ce qu'ils ne pensent pas. Le nazi, c'est un peu ça, franchement. Moi, je reste stupéfait
je reste stupéfait dans le nazisme, évidemment par les crimes abominables, etc. Mais une question en soi, ça a été l'adhérence des Allemands à cette affaire jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est pour ça que quand il y a eu le débarquement, les Alliés pensaient que ça allait être une promenade. L'Allemagne était fichue, etc. Mais non, ils se sont battus comme des chiens jusqu'au bout. Ça a été une guerre meurtrière, terrible. Et la contre-offensive des Ardennes, vraiment au moment où tout est perdu. Et en plus, ils continuaient à faire marcher les convois des déportés et à exterminer les Juifs jusqu'à la dernière minute. On ne me fera pas croire que tout ça, c'était le simple effet d'une poignée de gens. Non, il y avait vraiment Donc c'est pour ça que je dis, d'une certaine manière, ils faisaient absolument, et avec une discipline et une férocité, et donc aussi un courage, parce qu'ils sont morts par millions dans cette affaire, quelque chose dont on peut penser était soit inintelligible, soit affreux. C'est pour ça que je dis que c'est vrai qu'ils sont capables de faire ce qu'ils ne pensent pas. Et par contre, ils sont aussi tout à fait capables de penser ce qu'ils ne font pas. C'est plus pacifique, ça. Hein. Nietzsche disait, paraît-il... C'est moins dangereux. Oui, je les préfère quand ils pensent qu'ils ne font pas. Oui. Nietzsche disait, paraît-il, il ne faut pas confondre les Allemands avec leur robe de chambre. C'est un fin lecteur de Nietzsche qui m'a raconté ça, moi qui ne suis pas du tout Nietzsche. Et, alors, je ne sais pas... Nietzsche, vous y aurez droit aussi, le quatrième suspect. Ah, parfait. Le séminaire sur Nietzsche sort en septembre. À chaque fois, vous voyez, à chaque fin, il y a l'épisode suivant qui est annoncé. Mais peut-être qu'il y a, j'ai un peu accaparé les questions, il y a peut-être des gens, on ne va pas vous retenir trop longtemps, hein, mais... Je voulais juste dire une chose à propos de Nietzsche. Nietzsche, c'est une Allemagne différente, vraiment. C'est la grandeur de Nietzsche, ça. Et c'est un Allemand différent, vraiment. C'est un Allemand absolument fasciné, tenté par la France, par l'Italie. C'est un Allemand qui, en réalité, déteste l'Allemagne. Il faut se hausser assez... Il faut se libérer assez fortement quand on est allemand pour détester l'Allemagne. C'est pas facile. Parce que le nationalisme allemand est quand même une chose de puissance qui renaît constamment de ses cendres, qui se reconstitue. Mais Nietzsche, c'est pas du tout ça. Mais il détestait quand même encore plus les communards. Oui, il n'aimait pas les révolutions. Il n'aimait pas les révolutions parce qu'il pensait que les révolutions, c'était l'action de... C'était en deçà de la révolution que lui proposait, c'était ça. Voilà. Il pensait que lui proposait une révolution qui était vraiment, comme il disait, casser en deux l'histoire du monde. Casser en deux l'histoire du monde, ça c'était ça. Il pensait que les révolutions, jusqu'à présent, elles n'avaient pas vraiment cassé en deux l'histoire du monde. Finalement, ça restait des histoires de recomposition de la société, etc. Et puis il y a des choses merveilleuses, enfin on ne va pas commencer mais il y a des choses... mais rendez-vous est pris. Il y a des choses qu'il faut... Quand Nietzsche est à Turin, à la fin de sa vie, et que donc il est dans la conscience qu'il est Nietzsche, celui qui s'est sacrifié pour casser en deux l'histoire du monde, personne ne le connaît, il est à Turin, absolument inconnu de tout le monde, et il finit par dire, tout le monde me connaît, il est déjà un peu fou, mais c'est une folie merveilleuse, et il dit, ce qui est magnifique, c'est la vendeuse de fruits et légumes, elle me sourit, elle me dit « Monsieur Nietzsche ». Et alors il voit là-dedans une preuve qu'il a été destiné par l'histoire à la casser en deux. Moi je trouve ça admirable. C'est quand même autre chose que la prédication forestière de Heidegger. C'est une sainteté, il y a une sainteté de Nietzsche. Il y a une sainteté de Nietzsche et un souci, la recherche d'une reconnaissance populaire. Et puis, je terminerai là-dessus, quand il dit « Tout compte fait, je préférerais être professeur à Bâle que Dieu ». C'est extraordinaire, ça. Tout compte fait, finalement, il renonce à être Dieu. Ça, c'est pas Heidegger qui aurait renoncé à être Dieu, il faut le dire. Il renonce à être Dieu, et puis, finalement, alors qu'il détestait être professeur à Bâle. Mais finalement, quand même, il préfère être professeur à Bâle que Dieu. Bon,
suis pas nietzschéen au sens... Mais vous savez, il y a un groupe de gens ici, en France, qui ont écrit « Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens ?» Oui. Oui, Il ne faut pas se revendiquer d'eux non plus. Il ne faut pas se revendiquer. Non, non, mais vous en doutez bien. Quand on dit « Je ne suis pas nietzschéen », il faut faire attention. Hein. Parce qu'avec qui on se trouve. Hein. Donc moi je préfère... c'est pas que je préfère être nietzschéen que anti-nietzschéen. On ne les nommera pas, mais on voit très bien de quoi il s'agit. Bien sûr, naturellement. Ils se sont nommés eux-mêmes, hein, et ils sont toujours là. Ce qui est paradoxal, c'est que Heidegger a bien écrit sur lui. Oui, mais Heidegger a écrit sur Nietzsche à la fin des fins pour le dénoncer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le grand livre de Heidegger sur Nietzsche est entièrement fait pour démontrer que Nietzsche est encore dans l'âge de la métaphysique. Et qu'il n'est jamais que le dernier, l'ultime maillon de la métaphysique. Et donc, on dit quelquefois qu'il y a un enchaînement Heidegger-Nietzsche, c'est tout à fait inexact. Heidegger a écrit un énorme Nietzsche parce que les nazis aimaient beaucoup Nietzsche, et préféraient Nietzsche à Heidegger, les nazis. Ça, c'est encore un autre problème. C'est un autre problème, mais que Nietzsche en soit responsable, c'est une autre paire d'affaires. Heidegger, par conséquent, il n'était pas content, parce que Nietzsche, les autres, ils n'avaient que Nietzsche à la bouche et pas Heidegger. Et alors il a créé un énorme livre, Nietzsche, qui est une démonstration, comme toujours chez Heidegger, complexe, brillante, informée, apprenant des tas de choses sur Nietzsche, mais le but est clair. Le but est de dire Nietzsche, qui se prétend celui qui rompt avec la métaphysique, n'est en réalité que le dernier métaphysicien. Ça, c'est... Et je suis très frappé, parce que là, nous allons publier chez Fayard le dernier livre de Monique Dixot, et Monique Dixot démontre, à mon avis, que s'il y a une proximité fondamentale, c'est pas du tout celle de Nietzsche et de Heidegger, c'est la proximité de Nietzsche et de Platon. Et elle montre très bien comment, en dépit du fait que que Nietzsche a dit il faut en finir avec Platon, etc., du point de vue de l'éthos philosophique, du point de vue du mouvement de la pensée, etc., la comparaison pertinente, c'est entre Nietzsche et Platon, et le livre est absolument convaincant. Ça ne se plairait pas du tout à nos Nietzschéens de gauche, ça. Ce que vous venez de... Ah non, ça leur plaira pas du tout. Ah non, ça leur plaira pas du tout. Bah, de toute façon, pas beaucoup Platon en général. Ben non, effectivement, ça, le groupe des platoniciens... Parce que les non-Nietzschéens dont vous parliez sont pas très à gauche en général. Ou en tout cas, s'en revendiquent pas particulièrement, la plupart du temps. En revanche, les Nietzschéens de gauche, eux, ne sont pas très platoniciens la plupart du temps. Oui, non, les Nietzschéens de gauche et les Nietzschéens de droite indiquent le destin général de la gauche et de la droite d'être indistinguables. Voilà. Ce sera peut-être une conclusion. Monsieur voulait poser une question. Je veux savoir, comme vous avez rédigé Lettres de mots juste après le séminaire, enfin pas longtemps après le séminaire sur Heidegger, est-ce que vous avez puisé de Heidegger les Ereignis, la notion d'événement, vous a-t-elle inspiré d'une certaine manière? J'ai pas lu votre livre sur Heidegger, enfin le séminaire, mais est-ce que vous avez tiré quelque chose de l'Ereignis, la notion d'événement? Est-ce que vous avez tiré quelque chose de l'Ereignis, de la quelque chose de la notion d'événement chez pour la notion d'événement, vous avez construit un... Oui, non, absolument. La discussion avec la question de l'événement chez Heidegger est évidemment présente dans l'être et l'événement, pas spécialement dans le séminaire sur Heidegger, parce que c'était pas mon enjeu à ce moment-là, c'était pas ma cible vectrice, mais naturellement, l'événement chez Heidegger est une catégorie, c'est la catégorie précisément de ce qui doit nous sauver, c'est la catégorie terminale, c'est le mode propre sur lequel quelque chose va advenir qui va nous faire rompre avec la métaphysique. Donc c'est une figure de l'événement comme épisode de l'histoire de l'être. Or précisément dans la construction qui va être la mienne, l'événement c'est justement ce qui d'une certaine manière n'est pas réductible à l'être. Donc là aussi, si on parlait sur l'événement, on verrait que je me suis aussi construit par arrachement à la conception heideggerienne de l'événement. Voilà. Il y a monsieur, une dernière question. Ce sont deux questions, en fait. Dans votre séminaire, vous disiez qu'il y a trois conditions pour la philosophie. Mais vous évaluerez s'il y a une quatrième condition, c'est-à-dire l'amour.
qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la première question. Oula. Et la deuxième question, c'est, et vous disiez aussi que le sujet, c'est un concept philosophique moderne. Est-ce que le concept événement est plus contemporain que sujet? D'où est-ce que vous empruntez le terme événement? Bien sûr que c'est nouveau, mais où est-ce que vous trouvez l'origine du concept événement? Alors, sur la première question, en réalité, le séminaire sur Heidegger est un séminaire sur la question de l'amour, et c'est un séminaire de transition, parce que il est dans l'intérieur du séminaire, il est tantôt il y a 3 conditions, tantôt 4. C'est-à-dire que l'amour est présent-absent, comme ça, comme 4e possible condition. Ce ne sera vraiment stabilisé que lentement, même dans et après l'être et l'événement. En 86, je suis hésitant sur ce point de la fonction de l'amour comme condition de la philosophie, bien que je vois pertinemment que c'est le cas chez Platon. Donc ça va marcher aussi avec mon platonisme. Donc vous avez repéré en effet une situation incertaine de l'amour dans le séminaire sur Heidegger. Et quant à la deuxième question, à propos de sujet, je voudrais dire que précisément le couplage de sujet et événement, puisqu'il n'y a de sujet que dans les conséquences d'un événement, et la transformation et de la notion heideggerienne de l'événement, puisqu'elle est sans sujet, justement, et de la question traditionnelle du sujet, puisque le sujet est en général sans événement. Donc ce qui se passe, c'est que je prends événement qui circulait dans la philosophie française de l'époque sous beaucoup de formes. C'est pas une invention de moi. Événement est une chose qu'on trouve chez Derrida, qu'on trouve chez Jean-Luc Nancy, qu'on trouve d'une certaine manière chez Blanchot, etc., qui circulait, mais je prends événement et je le lis à sujet, ce qui par contre ne se faisait pas, de telle sorte que sujet est transformé par événement et événement est transformé par sujet. Donc c'est le couple sujet-événement qui, complémentant, si je puis dire, l'ontologie des multiplicités, va donner le système général. Donc, merci Alain Badiou, merci à tous. Donc, il faut prouver, après tout, qu'il y a un étant suprême, et donc le morceau central de cette figure de l'ontologie, c'est l'épreuve de l'existence de Dieu. Il faut bien voir que, comme toute chose, ça c'est inventé par Aristote. Parce que finalement, le livre landin de la métaphysique, c'est exactement ça. C'est partir de la question de l'être, cheminer en réalité vers la question de l'étant suprême et donner des preuves de l'existence de Dieu, Aristote ayant donné des modèles presque définitifs de ce que pouvait être une preuve de l'existence de Dieu. Preuve de l'existence de Dieu qui évidemment pose un grand problème parce que très souvent ce sont des preuves qui partent de l'existence de l'être justement, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de difficulté inhérente à ces preuves qui a attiré l'attention des philosophes eux-mêmes depuis toujours, qui a fait qu'il y a toujours eu une suspicion sur ces preuves, mais en même temps, comme c'était ça le cadre, il fallait donner des preuves, et une bonne partie de la dispute philosophique consistait à donner des preuves supérieures, plus convaincantes, plus radicales que les preuves précédentes. Donc ça c'était le deuxième volet, alors j'ai pris pour l'illustrer un personnage que j'estime particulièrement représentatif à l'extrême de cette vision des choses, c'est Malebranche. Parce que Malebranche, lui, vous vous doutez bien que dans toute la période où l'ontologie, c'est-à-dire la théorie de l'être, c'était aussi la théorie de Dieu, tout cela était sous une surveillance étroite des religions, naturellement. Donc c'était quand même la spécialité, Dieu, il faut bien dire. Alors les philosophes disaient qu'ils venaient au secours de la spécialité religieuse, mais enfin ils étaient tout de même soupçonnés de vouloir un petit peu trop laïciser cette affaire. Et Malebranche est le seul, à mon avis, le seul qui véritablement et complètement assume cette contradiction comme une unité. C'est celui qui dit, en effet,
la clé de la pensée philosophique de l'être, c'est la religion catholique, voilà. Et là, il va donc faire basculer la totalité de la religion catholique dans l'élément de la rationalité cartésienne. Opération extraordinaire, parce qu'évidemment, il est obligé de prouver non seulement l'existence de Dieu, mais la nécessité J. C'est en réalité une affirmation essentielle qui est que la pensée ne peut pas s'égarer du côté du non-être, et que toute pensée est pensée de ce qui est, ce qui revient à dire que la pensée elle-même fait partie de ce qui est, et donc Parménide culmine dans l'énoncé fameux selon lequel le penser et l'être sont le même. Donc c'est une doctrine radicale de l'identification absolue de la pensée à l'être, et c'est le point de départ, évidemment, de ce que les philosophes, dans leur jargon, vont appeler l'ontologie, c'est-à-dire la théorie de l'être. Alors ça, c'était le premier volet, et le Parménide, le séminaire sur le Parménide, qui était donc originaire dans cette affaire, est déjà paru. Voilà. Donc c'était le premier des suspects, si je puis dire. Et alors le second volet, c'était la déclinaison de cette question de l'être dans la figure qui va s'imposer petit à petit jusqu'à l'âge classique et même au-delà, à savoir que la pensée de l'être, c'est en réalité la pensée de l'être suprême. C'est-à-dire que la pensée de l'être ne peut pas embrasser l'être immédiatement comme cela, elle se donne en réalité dans la causalité suréminente de l'être suprême, et donc en réalité l'ontologie se présente nécessairement comme une théologie. Et donc ce que Heidegger justement caractérisera comme le fait qu'à la question de l'être, on substitue ce qu'il va appeler, lui, la question de l'étant suprême. C'est-à-dire un être, un étant, une singularité, mais qui est une singularité qui absorbe en quelque sorte à elle toute seule la question de l'être, et donc toute une époque de l'histoire de la philosophie, elle inclut, il faut le dire, y compris des penseurs admirables, y compris Descartes d'une certaine façon, vont réfléchir la question de l'être dans la modalité de la question de l'étant suprême, c'est-à-dire à travers la question de Dieu. Et au fond, la pensée de l'être va être suspendue à la possibilité de la pensée de Dieu ou d'un certain accès rationnel à l'existence de Dieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, le cœur de l'ontologie dans cette figure-là est toujours constitué par l'existence de preuves de l'existence de Dieu. Annoncé comme un à suivre le plus suspect des trois. J'ai précisé, il y avait des doutes sur cette histoire de suspicion. J'ai précisé, d'après ce que j'ai compris, je ne me suis pas complètement trompé sur le type de suspicion dont il s'agissait, mais justement, je démarre avec ça. Donc, merci Alain Badiou. Le plus suspect des trois, suspect de quoi? Eh bien, c'est une question de situation de ce séminaire. Hein. Ce séminaire sur Heidegger est un séminaire qui a eu lieu en 1986. Donc représentez-vous quand même que c'est il y a 30 ans. Hein. C'est quand même pas une œuvre récente, c'est il y a 30 ans. Et c'est le troisième volet d'un ensemble qui était un ensemble consacré à la question de l'être. Alors, j'avais décidé de traiter ce sujet en 3 temps. Premièrement, la question de l'être dans son origine reconnue, la plus fondamentale, c'est-à-dire le poème de Parménide. Le poème de Parménide qui, pour la première fois, déploie avec un système argumentatif l'idée que l'être est la grande question, premièrement, et deuxièmement, que cette question implique une théorie de l'être qui soit radicale en ce sens qu'elle exclut le non-être. Donc c'est la première tentative de ce qu'on pourrait appeler une doctrine
absolument non dialectique de l'être, une doctrine de l'être intégralement affirmative. Et de l'être, finalement, on peut dire qu'une seule chose, c'est qu'il est, mais ça n'est pas simplement une tautologie, évidemment, puisque s'il ne pense pas à lui, il va être exclu de la bénédiction générale et de la rédemption. Donc, les gens qui sont damnés, c'est des gens auxquels le Christ n'a pas eu le temps de penser. Et il ne pouvait pas penser. C'est la rançon de sa finitude. Et oui, le Dieu ne devient pas homme impunément. Il faut qu'il assume la finitude elle-même. Et s'il assume la finitude, le boulot de la rédemption devient un travail, véritablement. Il faut penser à tout le monde. Il faut penser à des millions, des milliards de gens. Et alors, le Christ, il fait tout ce qu'il peut. Jour et nuit, il ne pense qu'à ça, évidemment. Mais néanmoins, il en oublie, alors cela, eh ben, il tombe en dehors de la rédemption. Je vous raconte tout ça pour vous dire que là, on était vraiment dans la perfection de la conception théologique, son apogée. Après, on redescend, quoi, finalement. C'est si bien écrit, Malebranche, en plus. Hein? Puis il y a la beauté du texte. Et puis, eh ben, il écrit tout ça dans une langue admirable, évidemment, mais parce que il y a de quoi. C'est une construction. C'est un peu la cathédrale gothique de la philosophie. Et alors après on en vient à aujourd'hui, c'est-à-dire le troisième temps, c'était Heidegger, c'est-à-dire le moment où la question ontologique, la question de l'être, fait retour dans la philosophie après en réalité une longue disparition, puisque on peut considérer que la critique kantienne, c'est-à-dire l'âge critique, introduit d'une certaine manière un doute sur la possibilité même de l'ontologie. Pas oublier que une thèse fondamentale de Kant, c'est que l'être en tant qu'être, l'être en soi, nous ne pouvons pas parvenir à le connaître, puisque ce que nous connaissons, la structure de notre connaître, est intrinsèquement reliée à la subjectivité. C'est-à-dire que la connaissance est organisée par les dimensions transcendantales de la subjectivité. Donc connaître, c'est une activité structurée du sujet, et nous ne sommes pas... Donc c'est une organisation des phénomènes par une logique transcendantale immanente à tout sujet, et donc quand nous connaissons universellement, certes, mais universellement parce que le sujet transcendantal est le même partout. Nous connaissons du Christ, la nécessité de la mort du Christ, la nécessité de l'Église, etc., etc. Et donc il va de difficulté en difficulté croissante et les affronte avec une détermination extraordinaire qui fait qu'à la fin vous aurez une preuve rationnelle de la nécessité depuis toujours de la cérémonie de la messe, de l'existence de l'hostie, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui affronte l'ensemble de ces problèmes avec une rectitude rationaliste impeccable. Et il arrive de ce point de vue-là à définir, y compris les structures intimes de la subjectivité divine elle-même. Chez Malebranche, on a le caractère un peu stupéfiant de l'existence d'une sorte de psychanalyse de Dieu. C'est-à-dire que, finalement, Malebranche sait ce que Dieu pense vraiment, que Dieu ne sait pas absolument. Parce que quand... Je reviens un tout petit peu sur Malebranche, oui, bien volontiers, parce que je l'aime beaucoup. C'est un philosophe à la fois d'autant plus admirable qu'il nous est aujourd'hui entièrement inutile. Ça fait sa grande beauté, quoi. C'est une esthétique de philosophie. Effectivement, quand je dis ça, ce n'est pas par hasard, c'est parce que, par exemple, Malebranche se confronte à la question très classique dans les religions, qui est pourquoi y a-t-il des gens qui sont damnés? Pourquoi la bonté absolue de Dieu crée cette horreur, quand même, qui est le supplice éternel d'un certain nombre d'âmes? J'ai eu un étudiant japonais qui résolvait le problème en disant que Dieu était méchant, qu'il était sadique, que c'était en vérité l'objectif de son désir, d'avoir des gens à fouetter, à brûler pendant l'éternité, parce que c'était son temps à lui. Enfin, si on va, c'est évidemment pas l'orientation du père Malebranche, vous comprenez bien. Et donc Malebranche se demande pourquoi. Et il résout la chose de façon extrêmement subtile par le fait que le salut de l'humanité dans la construction qui est la sienne, est en réalité assumé par le Christ, puisque c'est là le Rédempteur, c'est Dieu dans la modalité christique. Donc
d'une certaine manière, dans la modalité finie, puisque le Christ est un homme, et que pour que quelqu'un soit sauvé, il faut que le Christ pense à lui.